c'est très authentique. Ouais. Mais ils ont des problèmes d'énergie ces derniers temps, parce que les États-Unis, ils ont fait un blocus. Oui, oui. Mais c'est quand même une population très éduquée. On ne parle pas assez, mais les gens sont hyper éduqués. Et ils sont vraiment dans un autre rapport au monde que nous. Ouais. Alors nous, on dit, ah, les pauvres, mais en fait, non. Eux, ils ne se sentent pas pauvres. Oui, il y a une restriction d'équipement, enfin, même de denrées alimentaires. Mais ça n'empêche pas que c'est une population, pour moi, qui est très... qui a beaucoup de profondeur. Ouais, c'est connu que Cuba, ils jouent un rôle historique déjà. Même moi, je suis congolais et on a beaucoup parlé du Cuba à l'époque des indépendances parce que Castro, je pense qu'il est venu un peu avec une idéologie comme ça. Il voulait exporter la révolution, tu vois. Et il a beaucoup aidé beaucoup de mouvements révolutionnaires en Afrique qui étaient clandestins, tu vois. Et Cuba est connu aussi pour le fait d'envoyer des médecins, d'avoir des gens qui sont super éduqués. Exact, ça c'est incroyable. Mais c'est à se demander, c'est un peu le même cas Cuba, Iran, c'est à se demander, quand tu vois des pays comme ça, on dit que les pays les plus sanctionnés au monde, mais qui arrivent quand même à... On a parlé tout à l'heure du fait que l'Iran s'est préparé pendant 47 ans pour faire la guerre aux États-Unis. Malgré les sanctions, malgré le blocus, plus aucun commerce avec le monde occidental, donc le premier monde, comme on appelle ça. Comment est-ce que tu penses l'Iran est arrivé à développer quand même toutes ses capacités sans avoir l'accès au commerce mondial? Alors, il y a deux choses. On parle de l'État ou on parle de la société civile? Parce que... je pense qu'ici, on parle essentiellement de l'État parce que c'est l'État qui a les capacités de production, de produire l'armement et faire face à la guerre. Ouais. La République islamique d'Iran, dès son avènement, dès la mise en place de ce régime, ils savaient en fait qu'ils étaient... ils ont toujours été dans la logique, ce qu'on appelle en fait, souvent dans le jargon en sciences politiques, si tu veux, un petit peu la peur de l'encerclement. Étant donné que les bases américaines étaient déjà à proximité et autour, étant donné qu'il y avait l'État d'Israël, étant donné qu'il y avait cette posture de toute façon anti-occidentale, anti-américaine et anti-israélienne, cette position va faire qu'il y a toute une logique qui va se mettre en place. Et donc, oui, tu as le côté idéologique, on pourra en parler. Après, il y a le côté, évidemment, militaire et de protection. Et ça passe évidemment par le développement de tout un arsenal militaire et qui, dans le point culminant, va aller vers cette puissance nucléaire, bien qu'ils ont toujours contredit le fait qu'ils ne cherchaient pas l'arme nucléaire, mais c'était à des fins civiles. Donc, toi, t'es né à Téhéran. T'as grandi à Téhéran jusque... Moi, j'ai fait ma première et ma deuxième primaire en Iran. Donc, j'ai étudié sous la République islamique d'Iran. Je suis née en République islamique d'Iran. Mes parents ont connu les deux régimes. Moi, j'ai connu que ce régime et j'étais scolarisée. Et à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, donc après ma deuxième primaire, mes parents, comme beaucoup d'Iraniens, ont immigré ou en tout cas ont choisi le chemin de l'exil, puisque évidemment, ce n'était pas un exil forcé, mais un exil volontaire, même si en discutant avec mes propres parents et avec beaucoup d'Iraniens, un exil n'est jamais vraiment volontaire. Il y a toujours une forme de contrainte qui est derrière tout ça. Une pression qui est exercée évidemment de l'intérieur. Moi, mes parents, ils ont essentiellement quitté, pas pour des raisons économiques, mais pour des questions politiques, et parce qu'eux-mêmes avaient une posture politique. Je viens d'une famille laïque, qui n'est pas forcément croyant, et donc ça fonctionnait pas du tout dans un régime théocratique où on allait avoir une éducation religieuse dès la scolarité et vraiment vivre dans une société où la religion est une norme et les normes islamiques sont la loi. Si tu veux, quand tu n'es pas croyant et quand tu n'adhères pas tout simplement à une idéologie politique, à l'islam politique, ça fonctionne tout simplement pas. Tu es ce qu'on appelle dans une souffrance psychologique, psychique et dans une forme de tension permanente. Mais moi, je suis très intéressé justement par le fait de comprendre un peu pourquoi est-ce que l'Iran en est arrivé là. Parce que l'Iran était avant une monarchie, il y avait le Shah, donc le roi d'Iran qui était présent. Le père le dernier Shah, il est connu pour avoir introduit en tout cas en Iran des réformes au niveau de la société pour pouvoir
ont emmené la société iranienne plutôt vers un monde un peu plus occidental, avec une forme de liberté. Mais malgré toutes ces réformes-là, que d'un point de vue occidental, ça peut être vu comme étant quelque chose de positif, il y avait quand même une forme d'instabilité aussi en Iran qui a conduit au fait à la révolution islamique qui est arrivée en 79. D'un point de vue historique, avant la révolution, l'Iran, ça ressemblait à quoi? Avant l'arrivée des mollahs, ça ressemblait à quoi comme société? C'était plutôt une société où le peuple, de manière générale, était très tourné vers la religion, ou bien majoritairement laïque, dans les grandes villes, dans les campagnes. À quoi ça ressemblait un tout petit peu l'Iran à ce moment-là? Alors, à l'époque des Pahlavis, il faut savoir que le père, ensuite le fils, Oui. qui ont tous les deux régné dans cette dynastie des Pahlavis, avait pour objectif, en tout cas le père Pahlavi a eu l'objectif premier d'industrialiser et moderniser le pays. Et ensuite, le fils a tenté, en tout cas, de l'ordre de la tentative, a tenté en fait de continuer cette politique d'industrialisation et de modernisation. Sous les Pahlavis, il y a eu des choses très positives. Comme quoi, par exemple, si on prend l'éducation, le père a introduit la musique et le sport dans le programme scolaire. On est début des années 1930. À cette époque-là, c'était quand même très avant-gardiste de mettre en place ce genre de choses. Il va créer la première université moderne du pays. Donc l'université de Téhéran va se mettre en place en 1935. Ça a son importance. Ça a son importance parce que le facteur éducation va apporter un développement dans le pays, va apporter un savoir, va apporter des connaissances. Et ultimement, ça nourrit en fait l'esprit critique. Et si aujourd'hui, on parle aussi des Iraniens comme étant un peuple très éduqué, des femmes éduquées, j'avais lu dans un article, selon les statistiques, où il disait dans le monde, les femmes iraniennes sont les plus éduquées au monde. Exactement. Alors, il y en a évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, on va pas... mais c'est intéressant de mesurer, en fait, la richesse aussi d'un pays par rapport à son éducation. Et ça, c'est pas le fruit de la République islamique d'Iran, c'est les graines qui ont été semées sous l'Ancien Régime. Par contre, ceci étant dit, il faut dire aussi que ce pays n'a jamais connu d'expérience démocratique. Il n'y a jamais eu la pratique de la démocratie, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que pendant les Pahlavis, il y avait la SAVAK. La SAVAK était... la police secrète... La police politique, qui était là aussi pour contrecarrer tout ce qui était forme d'opposition, notamment le parti Toudé, qui était le parti communiste, qui n'a jamais connu d'existence institutionnelle. Il n'y avait pas de pluralisme politique. Donc, dans ce sens-là, on était quand même dans des pouvoirs absolus, on était quand même dans un régime autoritaire. Mais il y avait quand même moi j'ai envie de dire, il y avait des tentatives ou une volonté de moderniser le pays. Et ça, c'était intéressant parce qu'à la fois, on est venu émanciper les femmes, on leur a donné accès à l'éducation, on leur a donné accès à tous les postes, alors qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de changements avec la République islamique d'Iran, dont notamment le métier de juge, qui a été interdit aux femmes. La liste des interdictions, on pourra en parler jusqu'à demain si tu veux, mais cette cascade d'interdictions, cette liste en tout cas, elle est assez longue. Mais disons que sous l'Ancien Régime, il y avait du bon et comme il y avait du mauvais. Donc il faut faire la part des choses. Tout n'était pas parfait, mais à partir du moment où un État va investir par exemple dans le chemin de fer, va tenter d'envoyer les meilleurs éléments dans les universités étrangères pour aller chercher un savoir à l'extérieur et pour venir construire le pays, parce que l'objectif était de construire le pays de l'intérieur, de construire des routes, de construire des chemins de fer, de vraiment développer le pays. Et ça, c'est intéressant parce qu'un monarque qui a pour souci d'améliorer les conditions de vie et de moderniser son pays, on peut être d'accord ou pas, c'est quelque chose quand même d'assez positif. Et c'est vrai que quand moi je regarde la vie de mes parents, il suffit de regarder des albums photos, je vois quand même une autre vie que celle que moi j'ai connue, où la vie des gens de ma génération. On a vécu vraiment dans deux mondes diamétralement opposés. Et tu penses qu'aujourd'hui, la génération de tes parents, en tout cas ceux qui ont fait le choix de quitter l'Iran, ils regardent cette époque-là avec beaucoup de nostalgie, je suppose? Oui, les Iraniens sont très nostalgiques. On est vraiment dans une culture de la nostalgie. Et parfois, moi j'appelle ça même une fausse nostalgie, parce qu'on pense que tout ce qui était de l'ordre du passé était hyper positif, et ce qui est présent, c'est horrible. Alors il faut être un peu nuancé par rapport à ça. Mais donc tu as dit tout à l'heure que l'Iran n'avait jamais connu de démocratie à l'époque. Moi je connais une petite partie de l'histoire iranienne. On va revenir sur le premier ministre Mossadegh,
qui, on sait, qui avait été élu démocratiquement. Pourrait me remettre un peu dans le contexte de ce que tu as dit. Mais avant ça, la société iranienne, ce qui est intéressant de comprendre surtout, c'est que à l'époque de la monarchie, du père et du fils, n'est-ce pas? Le père et le fils, bien sûr, ils ont entamé une démarche pour industrialiser le pays. Mais dans la société iranienne, de manière générale, est-ce que les gens étaient réceptifs à l'éducation? Bien sûr, oui, mais à ce mouvement-là d'occidentalisation, entre guillemets, de la société iranienne, certains disent même de force, hein, qu'il y avait une forme de volonté forcée de pousser en fait, la société iranienne d'aller vers une sorte de modèle de développement. Là, je me tourne clairement vers les sociétés occidentales. Est-ce que cette approche-là, même si aujourd'hui beaucoup de gens dans les médias ont dit que voilà, c'était bien, mais la fabrique de la société, comment elle était? Est-ce que les gens étaient ouverts à ça? Certainement, certaines personnes, oui, mais est-ce que de manière générale, les gens étaient ouverts au fait de s'occidentaliser de cette manière, à cette vitesse-là aussi, par la force de cette forme-là, sous cette forme-là? Ça dépend si par modernisation et industrialisation, on entend occidentalisation. Oui. Moi, j'ai un autre regard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire parce qu'on veut moderniser un pays qu'on veut forcément que ce soit une société occidentale, en sachant que surtout, on est dans un pays où il y a une langue propre, il y a des langues, il y a des identités. L'Iran reste une mosaïque de peuples avec une culture et une histoire très forte, très ancienne. Donc, on ne peut pas venir, si tu veux, calquer le modèle occidental dans un pays comme l'Iran, qui a plus de 2500 ans d'histoire, qui a sa propre architecture, qui a lui-même développé son propre système d'irrigation. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui viennent des savoirs, moi j'appelle ça les savoirs anciens. Il y a une connaissance profonde. On n'a pas attendu du tout les Occidentaux, si tu veux, pour pouvoir améliorer la société dans son ensemble, d'améliorer les techniques ou la technologie. Mais il est vrai que avec les Pahlavis, il y avait un regard vers l'Occident. Il y avait surtout un regard, si tu veux, par rapport aux grandes puissances, en disant mais nous aussi, nous voulons aspirer à faire partie de la cour des grands. On veut aussi être une grande puissance. Donc ma lecture, elle est un peu différente par rapport à cette occidentalisation. Mais si tu veux, ce qui était problématique, je pense, pour la société civile, et là, il faut aussi diviser cette société civile en sachant qui était pour, qui était contre, qui était pas prêt. Je pense que ultimement, sans vouloir trop généraliser, on peut dire que en fait, c'était pas forcément le problème de moderniser ou industrialiser le pays qui était problématique. C'était la vitesse à laquelle ça a été entrepris. Ça a été entrepris. L'erreur peut-être fondamentale aujourd'hui avec du recul, c'est de dire est-ce que il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs, d'ailleurs que le prince héritier assume en disant il y a eu des erreurs dans le passé, certainement que mon père a fauté, peut-être moins le grand-père, parce que le grand-père c'était encore un autre contexte, mais disons que oui, il y a eu des erreurs majeures, cette accélération et cette machine infernale peut-être de l'industrialisation et de la modernisation, les gens n'étaient pas prêts. C'est comme quand tu apportes un changement dans n'importe quelle société aujourd'hui, prenons une entreprise, prenons une micro-société, il y a une résistance au changement. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, il y a des cours sur les théories du changement au niveau micro. Alors là, imaginons au niveau macro, au niveau d'une société, il y a une manière d'amener le changement, il y a une manière de préparer sa société, et je trouve que où il y a eu erreur, c'est surtout de ne pas penser ça en termes de processus et en termes d'étapes. Oui, ça a été un peu brutal, parce que moi, ce que j'ai lu dans la presse, parce que je t'ai dit avant l'émission que j'étais très intéressé par l'histoire d'Iran, ce que j'ai lu dans la presse, c'est que les réformes qui avaient été entreprises par la dynastie Pahlavi qui était là avant, ça allait aussi dans le sens de lutter un peu contre l'islamisme. Ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, bien sûr aujourd'hui on lit un peu tout sur Internet, c'est que il y avait aussi dans cette volonté-là, parce que je pense que le côté industriel, on est d'accord, hein, le fait de construire une université, je pense qu'il n'y a personne qui va ça, mais c'est surtout, ce que j'ai compris, tu me diras si j'ai tort, c'est que c'était d'un point de vue social surtout, tu vois, d'un point de vue social au niveau de la société. Le fait d'interdire les femmes de porter le voile, par exemple, de ne pas vouloir que les femmes portent le voile, alors même si elles font le choix de porter le voile. L'ayatollah Khomeini, le premier qui était installé à Qom, je pense, à côté de Téhéran, qui avait été obligé de se réfugier en Irak parce que voilà, ce qu'il prêchait n'était pas accepté. Donc il y avait une forme de... On en empêchait d'un point de vue social, même si l'industrialisation était peut-être voulue, était accueillie à bras ouverts. Mais du côté social, c'était aussi cette répression-là qui empêchait la pluralité et qui avait une forme aussi d'idéologie de ne pas vouloir à ce que l'islamisme, ou bien les gens qui étaient tournés vers la religion, je ne veux pas dire l'islamisme, mais qui étaient tournés vers la religion, qu'ils puissent l'exprimer comme ils voulaient le faire. Est-ce que c'est une lecture qui est
faussée ou un peu... Non, parce que c'est des faits. En fait, c'est pour ça que je dis que ce pays n'a jamais connu d'expérience démocratique. Et si on revient sur la question du voile ou des femmes, on n'a jamais demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles voulaient porter ou pas. Oui. C'est-à-dire on leur a soit arraché le voile de la tête. Oui, Donc ça, c'était la politique de dire, mais on arrache en fait le voile parce que tout simplement, dans l'esprit, en tout cas, du père Pahlavi, de Reza Pahlavi, c'était de dire le voile est synonyme, et la religion en fait est synonyme d'archaïsme. Okay. Et c'est à contre-courant. On ne peut pas industrialiser et moderniser un pays sans la laïcité et sans le sécularisme. Est-ce que toi, tu penses que aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est vrai? En fait, c'est mal connaître le tissu de la société iranienne parce qu'on ne peut pas enlever la croyance des gens. Okay. On ne peut pas non plus trop jouer sur le côté superstitieux. On est dans une culture où, d'ailleurs, il n'y a pas une religion, mais des religions. Ça, c'est très important, de le dire. Parce que, si tu veux, s'il y a bien un pays où on a vu juifs, chrétiens et musulmans cohabiter les uns à côté des autres pendant des millénaires, c'est bien en Iran. Oui. Et ça, c'est une force. Et c'était une force, en tout cas, puisque même aujourd'hui, tu sais, moi, j'aime beaucoup le dire dans mes conférences, il y a 13 synagogues actives à la ville de Téhéran. Oui, il y a même un membre juif qui est réservé. Il y a un membre juif au Majlis, dans le Parlement iranien. Il y a un représentant zoroastrien. Le zoroastrisme, voilà, il y a aussi toute cette histoire millénaire et pré-islamique. Oui. Évidemment, pas assez valorisée sous la République islamique d'Iran. Mais si tu veux, les deux régimes, pour moi, il y avait cette déconnexion du terrain social et de la réalité sociale. C'est-à-dire qu'il faut penser ce pays dans sa pluralité, dans sa diversité. C'est bien ça qui fait la richesse aussi, à la fois de notre monde et à la fois des sociétés comme en Iran. C'est de voir cohabiter un croyant et un non-croyant. On va y revenir. Ce qui est intéressant, surtout, c'est de comprendre comment est-ce que la République, qui était une monarchie, qu'elle était une république non islamique, j'ai envie de dire, fait le basculement vers justement une forme de république islamique où la loi de la religion, la charia, est instruite en fait dans la fabrique même de la gouvernance du pays. Visiblement, les prescrits de l'ayatollah de l'époque, il y avait un retentissement au niveau du peuple d'Iran parce que il a dû aller en exil en Irak et puis bien sûr à Paris et puis il est revenu en 79 avec la révolution. Mais tout avant ça, je vais revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est par rapport à la démocratie. Le premier ministre Mossadegh, de ce que je sais, je dois dire que voilà, c'est pour ça que j'ai des discussions avec toi, c'est que tu peux peut-être m'aider à comprendre un peu plus. Tu as dit qu'il n'y avait jamais eu de démocratie en Iran. De beaucoup de monde, Mossadegh... De pratique démocratique. De pratique démocratique. Mm-hmm. Est-ce que l'élection de Mossadegh, en tant que Premier ministre de l'époque, c'était une élection démocratique ? De Mossadegh, rien que ce personnage était intéressant parce que pour moi, Mossadegh était un très grand monsieur. Okay. Déjà, on lui est redevable, l'histoire lui est redevable, les Iraniens lui sont redevables pour la simple et bonne raison qu'il a nationalisé le pétrole. Oui. C'était un juriste, il avait fait ses études en Suisse, oui. Il a tenu tête aux Britanniques. Oui. Alors, on peut le critiquer sur beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui était... D'ailleurs, c'était tout un personnage. Dans la petite histoire, on dit qu'il recevait certains dignitaires en pyjama. Enfin, il avait vraiment une personnalité, mais une personnalité très intéressante en politique. Ouais. Parce que c'était aussi, bien avant Khomeini et bien avant toute cette conception de la gauche, ce mariage entre la gauche et l'islam, Mossadegh arrivait devant les Britanniques, il est arrivé devant le tribunal de La Haye quand il a voulu nationaliser le pétrole. Et il avait tout ce discours-là en disant ce qui est fondamental dans notre société, c'est la question de la justice sociale. Pour moi, quelqu'un qui parle de justice sociale a déjà dans sa posture, a une posture de démocrate. Mais ça ne veut pas dire qu'on a eu des démocrates, qu'on était en démocratie. Et ça, c'est très intéressant parce que dans beaucoup des pays du Moyen-Orient et dans cette région et peut-être dans le monde, on a des démocrates, mais c'est pas parce qu'on a des démocrates qu'on a des démocraties. Ça, il faut faire la part des choses. D'ailleurs, il y avait un livre, je pense, de Rassam Salamé qui disait lui parlait justement des démocraties sans démocrates ou inversement. C'est-à-dire que voilà, la présence de ces personnalités-là, pour moi, en tout cas, pour revenir à Mossadegh, il a contribué fondamentalement. C'était des brèches, en fait. C'était des brèches.
Et il arrive devant le tribunal de La Haye et il tient tête aux Britanniques en disant, et il va utiliser un argument juridique, puisque lui-même était juriste de formation dans le droit international, en disant qu'aucune compagnie ne peut dicter à un État-nation ce qu'il doit faire. Il y a une hiérarchie dans le droit international et c'est l'État qui prime en fait sur une société. À l'époque, le procès était avec le Old British Company, qui s'accaparait d'ailleurs du pétrole iranien et qui prenait 70% pour les Britanniques et jetait 30% de miettes aux Iraniens, en sachant que les conditions de travail de ces ouvriers sur ces sites n'étaient pas du tout respectés, les salaires étaient très bas. Si on comparait en fait les conditions de travail entre les ouvriers britanniques et les ouvriers iraniens, il n'y avait pas photo. Il y avait évidemment un écart énorme en termes de salaire, en termes de sécurité, en termes de conditions de travail. Et Mossadegh arrive avec ça, en disant c'est plus possible d'accepter ça. Il faut une justice sociale, il faut être juste. Et si il y a finalement des revenus pétroliers, juste à côté, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est 50-50. Pourquoi nous, on devrait être sur une base de 70-30 ? Oui, mais justement, j'allais venir à ça. C'est bien que tu évoques ça. Mais est-ce que, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que la société iranienne, toi, tu as dit tout à l'heure que Mossadegh, il était vu comme un grand homme, celui qui a décidé de nationaliser le pétrole. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Mais ça a précipité aussi son renversement par l'opération militaire Ajax de la CIA et du MI6. Exact. Ça a précipité aussi la mise en place d'un régime monarchique un peu plus, je dirais, un peu plus dictatorial, j'ai envie de dire. Ce renversement justement du fait de mettre en place un système de gouvernance en Iran qui était plus en faveur des intérêts occidentaux, ça a précipité aussi beaucoup de choses. Parce que tu as parlé de l'Arabie Saoudite, du fait qu'ils avaient, les Américains, les Saoudiens avaient 50-50. Les Saoudiens ont fait des choix différents parce qu'ils n'ont repris contrôle de leur pétrole que bien plus tard en transformant en Aramco, et qui est devenu aujourd'hui une des plus grandes capitalisations boursières du monde. Avec le recul, est-ce que tu penses que c'était un bon choix de Mossadegh de nationaliser ? Est-ce qu'il aurait dû peut-être y aller différemment ? C'était pas Mossadegh le problème, c'était le Shah d'Iran le problème. Okay. Il n'a pas, pour moi, à mon sens, avec le recul, c'est intéressant de repenser l'histoire. Si Mohammad Reza Pahlavi avait écouté davantage ses conseillers politiques, dont Mossadegh, peut-être que l'histoire de ce pays aurait été différente. D'ailleurs, pour revenir à Khomeini, on avait conseillé à Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, d'éliminer la figure de Khomeini. Il a décidé de l'envoyer en exil. Alors, on peut saluer le geste en disant il vaut mieux toujours envoyer un opposant politique en exil que évidemment de l'éliminer et de l'assassiner physiquement. Ceci étant dit, il y a eu une sous-estimation du pouvoir religieux, il y a une sous-estimation de l'idéologie politique. Pour moi, il n'a pas assez écouté Mossadegh, qui voulait faire justement bloc contre les Britanniques, en disant jusqu'à un moment, on peut travailler avec les Occidentaux jusqu'à un moment, on peut leur laisser venir. Mais il faut que ce soit sur une base équitable. On ne peut pas vendre notre pays, on ne peut pas comme ça vraiment... brader ses ressources. À n'importe qui. Il faut quand même un cadre, il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit négocié. Et ça, malheureusement, moi je pense qu'on avait un monarque qui était trop jeune peut-être. D'ailleurs, il est connu dans l'histoire comme étant quelqu'un de très mégalomane, avec beaucoup... C'est vrai que je pense qu'il aimait profondément l'Iran. On ne peut pas dire aujourd'hui que le régime des Pahlavi n'aimait pas le peuple. Ils aimaient le peuple. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas le peuple. Peut-être qu'ils avaient cette déconnexion. Ça arrive souvent. D'ailleurs, on le voit aussi avec nos politiques. Il y a toujours une déconnexion entre leur politique et la réalité vécue. Parce qu'il faut connaître cette réalité pour pouvoir répondre. Et je pense que là, il y a eu un clash. Et évidemment, il n'a pas, pour moi, assez suivi les conseils. Et donc, Mossadegh, pourquoi aussi Mossadegh va connaître un exil, ce qu'on appelle l'exil intérieur. De chez lui, il va être vraiment mis au banc de la vie politique. Et c'était un personnage qui dérangeait parce que c'était un personnage, pour moi, qui disait vrai, qui disait juste et qui justement avait cette force de dire non. En disant de là à là, on peut accepter. À partir de là,
on va discuter, ou on va négocier, ou ultimement c'est non. Oui. Et c'est certain que du point de vue britannique, parce qu'on parle beaucoup des Américains, moi je pense que dans l'histoire de ce pays, historiquement, que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit au niveau contemporain, les deux pays qui ont fait le plus de mal à ce pays, d'abord c'était les Grecs, avec les Alexandre le Grand qui a tout saccagé historiquement. Qui a battu Darius. Qui a battu Darius oui. et qui a brûlé des livres. Ça, c'est quelque chose que, ultimement, on ne pourra jamais lui pardonner d'avoir fait cet auto-da-fé à l'époque et d'avoir brûlé énormément de connaissances, d'ailleurs, non seulement pour ce pays, mais pour le monde entier. Et ensuite, pour moi, ceux qui ont fait le plus de mal à ce pays sont les Britanniques. Donc aujourd'hui, de venir parler des ennemis des États-Unis et Israël, en connaissant l'histoire, ça me fait sourire. Parce que nous, on aurait dû faire d'abord un procès aux Anglais, et de clairement identifier. Et on les a laissés faire. Mais les Anglais, j'ai envie de dire, ils sont la cause de beaucoup de problèmes dans le monde. Hein. Je veux dire, quand tu parles de l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran, l'Afrique, le Ghana... Et tu sais pourquoi ? Parce que toute leur politique étrangère a toujours été sur diviser pour régner. Oui. Ils ont fait ça sur le continent africain, ils ont fait ça au Moyen-Orient et partout dans le monde. D'ailleurs, leur colonisation est très représentative de ça. On divise pour régner. Et c'est ça qui est dommage parce que Mossadegh aurait dû être soutenu par les démocrates. Il aurait dû être soutenu par des pays occidentaux. Il aurait surtout déjà dû être soutenu par son propre monarque. L'histoire de ce pays aurait été différente et peut-être que ça aurait contrecarré la venue de Khomeini sur le sol iranien. La venue de Khomeini, justement, en 79, c'est le début c'est le changement radical, le précurseur de beaucoup de choses. Absolument. Ah oui, ça a été une rupture en termes de valeurs, en termes de références. Il a vraiment fait abstraction de toute cette histoire millénaire, de cette richesse, encore une fois. C'est-à-dire qu'il arrive avec un modèle qui a été pensé pendant 15 ans. Tout à l'heure, tu parlais de son exil. Exil de 15 ans. Il va passer une grande partie de cet exil à Najaf, en Irak. Il va avoir le temps j'avais un livre avec moi, mais je pense que je l'ai laissé dans la voiture. Mais c'est tous ces principes philosophiques, politiques et sociaux. Il a eu le temps de penser, si tu veux, à son projet politique. Et il est quand même passé par la France. Alors ça, c'est aussi intéressant parce qu'il va revenir après 112 jours sur Giscard d'Estaing en Iran. Et ce qui est très intéressant, quand on va mettre la constitution iranienne en place sous la République islamique d'Iran, cette constitution va s'inspirer de la constitution française de la 5e République et de la constitution belge. Ah bon ? Alors les gens savent moins parce que si on regarde en termes de structure dans cette constitution, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'une république, moi je pense que en tout cas dans son schéma de pensée à Khomeini, quand il est arrivé en France pendant 112 jours, il s'est dit c'est quand même intéressant, ce pays a quand même une base de représentativité. Et d'ailleurs c'est la République française, bon eux ils ont inscrit la laïcité dans leur constitution. Moi je pense que Khomeini s'est inspiré en disant on va faire une république mais islamique. Et d'ailleurs, c'est deux termes contradictoires. Comment on peut être à la fois dans une république et dans un régime où c'est l'islam politique et c'est une idéologie politique qui règne. Mais ce qui a été très intelligent, je pense, il faut le reconnaître, c'est qu'il a pris la forme et puis il a changé le contenu. Et c'est pour ça qu'en Iran, c'est assez exceptionnel. Tu as dans ce pays, et sous la République islamique d'Iran, alors que c'est pas du tout une démocratie, c'est une théocratie, et on le classifie souvent sous le régime autoritaire, tu as à la fois une constitution, tu as un parlement, tu as la séparation des pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Tu as des élections qui sont tenues à échéance régulière. Alors oui, le processus électoral est loin d'être démocratique, il y a un système de filtrage, mais le calendrier électoral est régulier. Il est régulier. Oui. Mais justement... le système de gouvernance en Iran, parce qu'on dit, et généralement on dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a deux pays dans le Moyen-Orient qui organisent des élections, c'est Israël et l'Iran. Et certaines personnes disent que l'Iran est une forme de démocratie. C'est une république, effectivement, il n'y a pas de monarchie en Iran. Bon, l'ayatollah, quand on regarde la structure de gouvernance, l'ayatollah est quand même au-dessus.
Donc, s'il faut comprendre en fait, le système de gouvernance en Iran, tu as dit tout à l'heure qu'il y a les élections qui se tiennent tous les 4 ans. Le président ne peut régner que pendant 4 ans et ça ne peut pas être étendu. On a vu régulièrement des présidents iraniens se succéder de manière régulière. On a vu des images des gens en Iran aller voter. Mais il y a un catch. C'est qu'en Iran, pour être candidat, il faut passer par une forme d'approbation. Il y a un filtre, comme tu as dit. Oui, oui, absolument. En fait, si tu veux, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a jamais eu de parti politique, en tout cas de manière constitutionnelle. Tu as des tendances. Donc, sous la République islamique d'Iran, il y a eu, là, en fait, dans le paysage politique, tu as ce qu'on appelle les réformateurs, les conservateurs et les ultra-conservateurs. Puis, tu as aussi toute une série, il y a énormément d'organes. Hein. Tu as aussi toute une série de personnes qu'on appelle dans la lignée du guide suprême. Donc, d'ailleurs, c'est ceux-là, souvent, qui sont désignés. Et donc, pourquoi on est vraiment loin d'une démocratie, et c'est ce qu'on peut appeler des démocraties, parce qu'eux-mêmes se présentent. La République islamique d'Iran va dire « nous sommes une démocratie ». Mais alors, il faut préciser, alors vous êtes soit une démocratie plastique, soit une démocratie de façade, soit une démocratie cosmétique, parce qu'il faut comprendre le schéma de fonctionnement. Il y a eu, par exemple, pour les présidentielles, à peu près 3000 candidats. Alors, 3000 candidats à la présidentielle. 3000 candidats à la présidentielle. Donc la dernière présidentielle en Iran. Une des dernières, une des présidentielles. Je te Ouais. donne juste le schéma de fonctionnement. Yes, Donc, il y a à peu près 3000 candidats. Sur 3000 candidats, on va mettre en place un système de filtrage. Donc, et ce système de filtrage consiste en quoi? Il va y avoir des critères objectifs, comme l'âge, la sexualité. D'ailleurs, par exemple, une femme ne peut pas se présenter aux élections présidentielles en Iran. Et puis, donc, tu as des critères très objectifs qui sont liés au sexe, à l'âge, etc. Et puis, ce qui est très problématique, et c'est là qu'on peut évidemment pas parler de démocratie, c'est que tu as des critères basés, en fait, sur des critères très, très subjectifs. Comme quoi, par exemple, il faut que le candidat soit un homme vertueux. Qui mesure la vertu? Selon quel baromètre, avec quelle méthodologie. Donc là, on est vraiment dans une considération à la fois idéologique, à la fois sur des concepts de moralité, puisqu'en fait, finalement, ce régime, et c'est ça qui est problématique, c'est qu'il se présente comme étant le gardien de la morale. Mais de la morale par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quand on sait que Khomeini disait que la danse, le cinéma, le théâtre sont des foyers d'immoralité et qu'il fallait rentrer dans cette ligne du guide suprême, de l'islam, etc. Là, ça devient beaucoup plus problématique et c'est là qu'on peut douter évidemment de la portée démocratique de ce pays. Mais pour revenir aux élections, à ces 3000 candidats, sur 3000 candidats, le régime iranien va en choisir 5. Donc il y a cette élection, enfin il y a une présélection qui se fait. On va choisir 5 candidats et on va présenter ces 5 candidats à la population iranienne pour qu'ils viennent voter aux urnes. Et ce qui a été aussi extraordinaire à noter en termes sociologiques, c'est le taux d'absentéisme. Parce qu'on va avoir de plus en plus de personnes en Iran qui ne vont pas aller se rendre aux urnes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, mais mon vote ne sert à rien. En 2009, je ne sais pas si tu te rappelles de ce fameux mouvement vert, qui était un mouvement de contestation, qui était un mouvement politique, qui ça a été le résultat des élections présidentielles, à l'annonce des élections présidentielles en juin 2009. Les Iraniens ont manifesté en disant il y a eu fraude, il y a eu tricherie, on n'a pas respecté mon vote. D'ailleurs, ça, c'était un des slogans. Où est passé mon vote? Mon vote n'a pas été respecté. Et en effet, c'était très problématique parce que en termes justement de mécanisme d'élection, tu ne peux pas choisir à la place d'une population en disant écoute, je te donne le choix entre 5 candidats, maintenant on va choisir. Et en plus, quand tu votes pour un des 5 candidats, ton vote, c'est truqué. Donc là, c'est très problématique à ce niveau-là. Donc, tu vois, on est loin d'une démocratie. Et ce peuple, en fait, ne se sent pas du tout aujourd'hui, si on parle de représentativité, le peuple iranien, en tout cas une grande partie de la population iranienne, ne se sent pas représentée par ce régime. Et d'ailleurs, c'est un régime aujourd'hui, aux yeux de la société iranienne, qui est considéré comme criminel. Étant donné, là, on pourra en parler des massacres, notamment qu'il y a eu au mois de janvier, pendant dans la nuit des manifestations. Des manifestations du 8 au 9 janvier. On a quand même massacrer un peuple, il y a eu quand même une purge collective. Quand un État se donne comme projet politique la mort et qu'il y a une vision mortifère, on est loin d'une démocratie. Alors encore une fois, oui, il y a un parlement, oui, il y a des élections, mais de quelle manière ça se passe concrètement? Oui, on va y revenir sur ce qui s'est passé en janvier, mais revenons un tout petit peu en 79.
la République islamique est établie. C'est un courant, clairement, je pense que dans l'histoire d'Iran, ça fera partie des dates qui marquent une forme de rupture par rapport. C'est comme la chute de Constantinople, j'ai envie de dire. C'est vraiment le changement radical, très radical. D'une période vers une autre période. Mais de manière générale, la population iranienne, elle est assez enthousiaste du fait d'accueillir Khomeini. On se souvient tous des images de l'Ayatollah qui descend avec un régulier Air France sur Téhéran, les foules en masse qui viennent l'accueillir. À ce moment-là, en 79, le peuple est très réceptif sur les idéologies qu'il est en train de promouvoir. Pourquoi est-ce que le peuple iranien, je veux dire, il n'y a pas de secret, je veux dire, il était clairement dans un islamisme politique. Il n'y avait pas de surprise, j'ai envie de dire. Mais pourquoi est-ce que de manière globale, le peuple, même s'il y a certaines personnes qui sont laïques, mais on doit regarder les tendances générales. Pourquoi est-ce que le peuple iranien, à ce moment-là, l'accueille à bras ouverts, les foules partout dans Téhéran, Isfahan, un peu partout? Parce qu'ils ont cru, en fait, à son projet. Ils ont cru à un projet où, en fait, il y a eu un mariage entre des idées de la gauche et l'islam. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'y retrouvait parce qu'on se disait, il y a justice sociale. Il avait un vocabulaire très propre, Khomeini. Il disait, il faut qu'à partir de maintenant, ce soit les défavorisés qui puissent être entendus. Oui. Il faut qu'on fasse attention. Les femmes iraniennes vont jouer un rôle fondamental dans l'avenir du pays. C'est ce qu'il disait. Il parlait de justice sociale aussi. D'ailleurs, il avait un langage très inclusif quand il parlait. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle la séduction en politique. Et puis, il a préparé son terrain. Il a très, très bien préparé son terrain. À l'époque, on ne parlait pas de la révolution Twitter, mais de la révolution des cassettes. Il enregistrait son discours sur des cassettes. Le fait que ce soit un petit peu de manière clandestine, évidemment, il y avait un attrait. Qu'est-ce qu'il dit ? Il avait un discours différent. Il avait un discours différent, il avait une posture différente, c'était une figure de l'exil. Et peut-être qu'il avait trouvé les mots pour une partie de la population qui leur parlait tout simplement. Oui, justement, si je te pose la question, je pense qu'on va aller trop vite, mais ce qui m'intéresse surtout de savoir maintenant, c'est que l'ayatollah, il arrive avec une idéologie politique, l'islam politique, comme tu l'as appelé tout à l'heure. Mais quand on regarde la place de l'Iran dans la région, l'Iran, c'est un grand pays, le seul grand pays chiite de la région, entouré de l'Arabie Saoudite, tous les pays qu'il y a dans la région. Comment est-ce que sa position dans la région est perçue avec l'arrivée d'un régime politique qui est clairement tourné vers une idée d'étendre la révolution, j'ai envie de dire, appliquer l'islam politique de manière un peu plus rigoureuse, en sachant que l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a une forme de rivalité sur ce que représente vraiment l'islam dans le monde musulman. Comment est-ce que la place de l'Iran est perçue, comment est-ce que l'arrivée de l'ayatollah est perçue dans la région à ce moment-là? J'imagine qu'il y a beaucoup de craintes ou bien... Oui, en tout cas, dans les pays sunnites, ça a créé la crainte parce que ça veut dire que même si le chiisme est une minorité dans les pays arabo-musulmans, c'est une majorité en Iran. Et donc, il y avait à la fois cette peur, toutes ces dynamiques chiites-sunnites, parce que c'était de là de dire, quand même un grand pays dans la région qui va mettre le schisme duodécimain au cœur de l'État et qui se base d'ailleurs sur le schisme pour construire tout son projet politique et tout son concept et toute son idéologie. Oui. Donc Khomeini faisait peur parce que aussi au niveau de son discours, dès qu'il arrive au pouvoir, il va clairement dire ni l'Ouest ni l'Est, mais la République islamique. Et notre projet n'est pas de faire une révolution uniquement et seulement sur le sol iranien, mais c'est d'exporter ce modèle au-delà. Oui. Donc quand vous parlez d'exporter un modèle, c'est certain que ça fait peur. D'ailleurs, ça a donné une conséquence directe. C'est la guerre Iran-Irak. L'année d'après ou juste, ça a commencé en 1980. Pendant 8 ans, ce pays va rentrer en guerre parce que justement, quelqu'un comme Saddam Hussein voyait la présence de son voisin chiite islamiste d'un très mauvais œil, en disant mais déjà ils vont influencer notre communauté chiite parce que il y a une communauté chiite importante en Irak. Oui. Et donc Saddam Hussein, jusqu'à un certain moment, il arrivait en fait à contrôler, puisque les sunnites, si on prend la carte de l'Irak, les sunnites sont au centre, les Kurdes sont au nord et les chiites sont au sud. Et donc Saddam Hussein, étant donné que les sunnites étaient au centre, il arrivait du nord au sud du pays à avoir une mainmise et un contrôle. Avec la présence de l'Iran juste à côté, là ça devenait problématique parce que la communauté chiite de l'Irak allait regarder plus Khomeini que Saddam Hussein. Oui. Et donc Khomeini a été vu comme une menace.
et peut-être à juste titre aujourd'hui quand on voit qu'après 47 ans. Et puis on regarde pas seulement Khomeini comme une menace, mais on a toujours regardé ce pays comme une menace. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque du Shah, les Pahlavis voulaient être le gendarme du Golfe, parce que ce pays a une position géopolitique et géostratégique très importante. On le voit avec toute l'importance du détroit d'Ormuz. Et c'est un pays qui s'autosuffit. Et c'est un pays riche aussi, autant dans son sol que dans son sous-sol. En Iran, il n'y a pas que le pétrole. C'est quand même le deuxième producteur de gaz. On a du zinc, on a de l'uranium, d'où la puissance nucléaire. Donc, il y a des minerais, il y a des ressources naturelles incroyables. Ce pays, en termes de sa faune et de sa flore, est d'une richesse incroyable. Je suis très très intrigué par tout ça parce que justement, effectivement, l'Iran a une place géographique assez unique dans la région du fait de sa géographie, de sa position, de son histoire. Et c'est un peu, je vois toujours l'Iran comme un peu what if, tu vois, dans le sens que qu'est-ce qu'aurait été l'Iran si Mossadegh n'avait pas nationalisé le pétrole, ou bien s'il n'y avait pas eu le renversement de Mossadegh, ou bien s'il n'y avait pas eu la révolution islamique. Si l'Iran avait pris un chemin, je dirais, où il essaie un peu de jouer l'équilibriste entre son envie de se positionner sur la scène géopolitique mondiale et le fait de vouloir collaborer avec les puissances occidentales. Parce que l'arrivée de Khomeini en 79, ça engendre beaucoup d'autres choses. C'est la prise des otages dans l'ambassade américaine, c'est la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que je suis toujours pas arrivé à comprendre, c'est à quel moment est-ce que la relation avec Israël devient troublante ou bien commence à poser problème. Oui. Pour faire de manière très, très simple et très synthétique, à l'époque des Pahlavis, Israël était un allié. Oui. Et avec le changement de régime, donc avec l'arrivée de Khomeini et l'avènement de la République islamique d'Iran, Israël va passer du camp d'alliés au camp d'ennemis. Il y a eu tout un discours contre l'État d'Israël. La République islamique d'Iran n'a jamais reconnu l'existence de l'État d'Israël. Même à l'époque des Pahlavis. À l'époque des Pahlavis, c'était un allié. À l'époque des Pahlavis, c'était un allié. La rupture, si tu veux, commence avec le changement de régime. Parce que même historiquement, Cyrus le Grand avait sauvé les Juifs, avait accueilli les Juifs dans l'Empire perse. Donc, il y avait, moi, tu sais, dans mon éducation et ni en Iran, j'ai jamais été confrontée à l'antisémitisme. Je l'ai vu ici, je l'ai vu en Belgique, je l'ai vu en France. Quand j'étais en Iran, j'ai jamais vu d'action antisémite ou une posture anti-juif, etc. Il n'y avait pas vraiment cette posture-là. Mais force est de constater que sous la République islamique d'Iran, c'est surtout, c'est pas d'ailleurs ni le judaïsme qui a été mis en question, puisqu'on a un représentant juif au Parlement, c'est surtout la non-reconnaissance de l'État d'Israël. Si tu veux, dans le discours de la République islamique d'Iran, Israël était un problème des Européens. Et dans la posture et dans la perspective de la République islamique d'Iran, c'est de dire vous ne pouvez pas venir en terre d'islam, donc en terre musulmane, vous ne pouvez pas venir mettre un État juif en place. Ça, c'est toute la posture de la République islamique d'Iran. Donc à partir de là, non-reconnaissance de l'État d'Israël, défense des territoires palestiniens, défense de la cause palestinienne, et on pourrait se dire, c'est intéressant, un pays qui défend la cause palestinienne, qui reconnaît une nation à ce peuple quand même qui a aussi été aussi écrasé, qui n'a jamais eu son droit à sa nation, à son État. Et donc on pourrait se dire, mais c'est intéressant de voir un autre État soutenir cette population. Sauf que la République islamique d'Iran ne le fait pas par amour ou par empathie ou par sympathie ou même pour les Palestiniens. Il le fait parce que dans sa stratégie d'influence dans la région, pour eux, il y avait deux façons de fonctionner. D'un côté, d'instrumentaliser la cause palestinienne pour aller chercher des sympathies dans le monde arabe. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de sympathie vis-à-vis de la République islamique d'Iran et qui, pour nous, est quand même inacceptable parce que finalement, quand on soutient la République islamique d'Iran, c'est-à-dire qu'on soutient une dictature et un régime qui a du sang sur les mains, un régime criminel.
Et donc, de facto, on a vraiment du mal les Iraniens ont du mal avec ça. Sauf qu'il faut comprendre que dans la logique de la République islamique d'Iran, il y a cette instrumentalisation pour aller chercher la sympathie dans la rue arabe. Et à la fois, sa stratégie étrangère, c'est de créer un arc chiite, ce qu'on appelle ce fameux croissant chiite. C'est de créer un axe chiite qui aujourd'hui, dans le discours, est présenté comme l'axe de la résistance. C'est vraiment le vocabulaire qui est utilisé par la République islamique d'Iran. On doit être des résistants, on doit avoir une posture de résistance vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'hégémonie américaine, etc. Et ça, c'est ce genre de discours plaît en fait au tiers-mondisme, plaît à la gauche. C'est un discours qui séduit. Et on peut comprendre pourquoi ça séduit. Sauf que derrière cette posture-là, il faut y voir une instrumentalisation et il faut y voir surtout une idéologie politique. Et c'est ça qu'il faut faire la part des choses en étant... Il ne faut pas se réjouir trop vite ou il ne faut pas être séduit par ce genre de posture parce qu'il y a d'autres fins derrière. Mais je pense que dans toutes les relations, en relations internationales, c'est toujours une question d'intérêt. Je veux dire, ça peut une instrumentalisation. Je pense que il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis, mais fondamentalement dans les faits. Tu vois, dans les faits, je pense que quand tu dis que dès sa création, la République islamique s'est donnée comme mission entre guillemets de défendre la cause palestinienne, ça peut être pour des motifs cachés, pour le besoin de d'étendre, si tu veux, son l'influence chiite. Mais factuellement, il y a aussi peut-être raison à voir ce qui se passe en Palestine. Finalement, parce que quand on regarde avec le recul, ça fait depuis la création de l'État d'Israël et la première Nakba et tout ce qui s'est passé, il n'y a vraiment personne qui parle pour les Palestiniens aujourd'hui. Mais si tu veux, de la perspective de la société iranienne, ce que les Iraniens vont reprocher à la République islamique d'Iran, c'est de dire tout simplement, au lieu de vous occuper des Palestiniens ou du Hezbollah libanais ou du Hamas palestinien, occupez-vous de la société et du peuple parce que le seuil de pauvreté augmente, parce qu'il y a une économie malade, parce que la situation pour beaucoup d'Iraniens, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, alors que c'est une population éduquée, diplômée, voire surdiplômée. La vie en Iran est très dure. Il n'y a pas de sécurité, c'est pas un état de bien-être. Tu penses que pour toi, idéalement, l'Iran devrait arrêter de soutenir ou bien de pousser pour la cause palestinienne, s'occuper, juste arrêter de regarder ce qui se passe en Palestine et de s'occuper un peu plus de ce qui se passe à la maison? La République islamique d'Iran ne devrait à aucun moment financer le terrorisme. Nulle part dans le monde. Mais tu sais, je vais être honnête avec toi, je suis un peu nuancé sur cette question. Pourquoi ? Parce que toi et moi, on est très tournés vers l'histoire aussi. Il y a beaucoup de gens qui donnent cet exemple. Je regarde le cas de l'Afrique du Sud. Tu connais un peu le cas. Hein. On parle beaucoup de l'Afrique du Sud dans ce contexte-là, de l'apartheid, pendant la période de l'apartheid. Oui, bien sûr. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, pendant très longtemps, était considéré comme un terroriste partout. Je veux dire, Nelson Mandela ne pouvait pas arriver aux États-Unis jusqu'en 2005 parce qu'il était sur la liste des terroristes. Tu vois. Mais aujourd'hui, personne ne va se lever et dire que Mandela, c'est un terroriste. Et pourtant, Mandela, l'ANC et la branche armée de l'ANC faisaient des attentats en Afrique du Sud. Ils commettaient des attentats en Afrique du Sud, un peu partout en Afrique du Sud. Ils attaquaient des restaurants et tout ça. Et de ce qu'il disait lui-même, à un moment donné, quand il n'arrive plus à s'entendre parler, ben c'est la violence qui leur permet en fait, de se mettre sur la table de négociation et de discuter. C'est pour ça que j'ai envie de dire, je ne suis pas en train de dire que c'est terroriste, c'est pas terroriste, mais je dis juste je trouve que c'est un peu plus nuancé que ça. C'est jamais un roman noir ou blanc. Non, et que dans toutes circonstances, c'est toujours l'histoire qui détermine qui a raison, qui a tort. Tu vois. Mais tu vois, le problème à ça, c'est que c'est la comparaison. Est-ce qu'on peut vraiment comparer ces cas ? Parce que chaque cas, pour moi, est singulier. Chaque cas rentre dans un contexte socio-économico-politique différent. Et puis, qui considère qui comme terroriste ? Tu vois ? Aux yeux, moi, je ne parle même pas des États-Unis ou de l'Europe. Pose la question à la société civile iranienne, pose la question à des enseignants, à des médecins, à des ingénieurs, à des étudiants, à des artistes, à des intellectuels, à des femmes, à des jeunes, des gens de notre âge, de notre génération, ou même de différentes générations. C'est intéressant d'avoir. Pose-leur la question, comment ils voient la République islamique d'Iran ? Ils vont te dire, c'est des terroristes. Okay. Et ils financent le terrorisme. Ça, c'est pour les Iraniens qui sont en Iran aujourd'hui ? Pour les Iraniens qui sont aujourd'hui en Iran, parce que pose la question aux parents qui vont aller chercher le corps de leurs enfants.
qui sont été de manière indigne dans des sacs noirs par terre. Certains n'ont même pas pu identifier le corps de leurs enfants. Il faut poser la question à ces gens-là. Ouais. Ouais. Là, tu parles de ce qui s'est passé en janvier. Pas seulement, 47 ans. 47 ans. Ça fait 47 ans. Ouais. Tu sais, quand tu as dit que justement l'économie iranienne a souffert de la révolution islamique, ça c'est évident. Ça a créé aussi les conditions, à partir du moment où l'économie ne marche pas, bien sûr, il y a toujours un mouvement social qui naît et la société est toujours fracturée par rapport à tout ça. Mais le régime en Iran est dans une lignée idéologique, de la même façon, de comment moi je vois les choses. Hein. C'est-à-dire que moi, je me dis, le régime, la révolution 79 a mis en place l'Iran sur une voie qui est, il me semble, un peu difficile à se détourner. De la même façon que tu ne peux pas demander aux États-Unis d'arrêter d'être un État fédéral, tu peux ne pas aimer Trump, mais ce n'est pas pour autant que si Trump part, que les États-Unis, ce n'est plus une démocratie où il n'y a plus de... Tu vois, c'est ça l'Iran, en tout cas aujourd'hui, comment c'est. Comment est-ce que tu vois, de ton point de vue, l'Iran dans sa mouvement social, dans sa composition sociale aujourd'hui, dans la forme de sa gouvernance qui est mise en place aujourd'hui, qu'il a écarté en fait des pays occidentaux. Mm-hmm. Quelle forme pourrait prendre l'Iran pour revenir un peu, entre guillemets, si tu veux, dans une forme de coopération avec les États-Unis? Parce que j'ai l'impression que idéologiquement, c'est très difficile. Et la guerre qu'on est en train de voir aujourd'hui, visiblement, les États-Unis ne peuvent pas imposer leur volonté militairement non plus. Oui, absolument, parce qu'en fait, on ne peut pas tuer une idéologie. Ouais. On peut tuer des dignitaires, on peut tuer des têtes, on peut être stratégique, on peut éliminer la marine iranienne, on peut tenter de détruire des infrastructures. Par contre, on ne supprime ni le savoir, et là je parle du savoir nucléaire. C'est pas parce que vous tuez quelques scientifiques que vous détruisez ce savoir. Ce savoir-là, maintenant, est acquis. Comme vous ne pouvez pas tuer l'idéologie, c'est une idéologie qui est là depuis 47 ans, qui s'est vraiment étalée comme une pieuvre. Il y a vraiment des racines très très profondes à cette idéologie. Donc oui, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Par contre, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au peuple iranien ? Le peuple iranien considère que le régime, la République islamique d'Iran, n'est plus légitime aujourd'hui. Ils ne se sentent pas encore une fois représentés. Excuse-moi de te couper, mais j'aimerais juste savoir, quand tu dis que le peuple iranien suppose que le régime n'est pas représentatif, sur base de quoi tu dis ça ? Sur la répression qui a été utilisée, quelle est la réponse à chaque fois quand il y a eu des mouvements de contestation ? Parce que si, encore une fois, on vient dans la logique d'un pays démocratique ou d'un pays où justement on respecte son peuple, le droit de protester aujourd'hui est un droit universellement reconnu. Dans n'importe quel pays, en tout cas dans des régimes qui ne sont pas sous des régimes de dictature, normalement tu es censé pouvoir déjà critiquer, de pouvoir te manifester et de dire, évidemment sans violence, de clairement identifier ton mécontentement. À chaque fois qu'en Iran, le peuple s'est rendu sur l'espace public en disant « mon vote n'a pas été respecté, la situation économique me pèse, j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'avoir d'autres partis politiques qui puissent me représenter », à chaque fois, ces différentes voix divergentes ont été écrasées par la répression la plus brutale, dans le sang, dans le massacre. Tu sais, le châtiment ultime en Iran, c'est la peine de mort. Dans un pays où aujourd'hui la peine de mort est utilisée comme un mode de gouvernance, où la répression étatique est utilisée comme un mode de gouvernance, là ça devient très très problématique. C'est-à-dire que tu laisses à aucun moment un espace de dialogue, d'échange, d'écoute, parce que ultimement, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que si on voulait même avoir des religieux ou des islamistes au pouvoir, pourquoi vous ouvrez pas le gouvernement à d'autres tendances ? Pourquoi imposer une vision du monde et votre vision du monde à l'ensemble de la société, alors que cette société est plurielle et diversifiée ? Tu peux pas, aujourd'hui, on est en 2026 en fait, on n'est plus au Moyen-Âge, on était censé collectivement progresser, et tout ce que dans un monde idéal, et malheureusement c'est pas un monde idéal, tu sais, les Iraniens, ce qu'ils auraient vraiment voulu, c'est de faire un procès à la Nuremberg, à la République islamique d'Iran. Ah bon ?
Oui, parce que ça ok. aurait été intéressant de faire un procès. Parce que éliminer des gens, ultimement, oui, il y a eu euphorie. Il y a eu des moments d'euphorie pour une partie Oui. en disant le guide suprême a été éliminé, ce dignitaire qui a du sang sur les mains a été éliminé. Pourquoi il y a eu euphorie? Parce qu'il y a eu un sentiment de justice. Il y a pas eu un sentiment de réparation, il y a eu un sentiment de justice en disant, ben voilà, ils ont tué des millions de jeunes, ils ont éliminé des civils non armés, innocents. C'est une forme de justice. Attends, je vais juste ralentir un tout petit peu parce que c'est intéressant ce que tu dis. Et en même temps, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais avoir ton opinion. C'est-à-dire que, premièrement, quand tu parles effectivement du meurtre, de la mort de l'ayatollah qui a eu de l'euphorie, on a vu au fait dans beaucoup de communautés iraniennes en Europe, aux États-Unis, qui sont sorties dans les rues. En Iran aussi. En Iran aussi, oui, en Iran aussi. Qui sont sortis dans les rues pour célébrer la mort de l'ayatollah. Mais en même temps, on a vu aussi des gens qui sont sortis dans les rues en Iran pour défendre la République islamique. C'est pour ça que je trouve... Mais qui sont ces gens? Moi, je peux te dire qui sont ces gens qui soutiennent le régime. C'est qui? Les gens qui soutiennent le régime, c'est la famille de tout ce caste politique qui gouverne. Mais il y avait quand même presque 1 million de personnes dans Téhéran. Mais ces gens-là, il y a une grande partie de la population iranienne qui mange du régime. C'est les fils, c'est les filles, c'est les petits-enfants. Okay. Fais un calcul démographique. 47 ans de règne, tu prends un régime, un clan qui pendant 47 ans se reproduit. Le chiffre peut être important, non, mais il faut le dire. Oui. Et ces gens-là, c'est des gens que si jamais la République islamique tombe, ils tombent avec... Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de résidence, il n'y a plus d'avantages, il n'y a plus d'avantages, si on veut, dans un vocabulaire très belgo-belge, il n'y a plus d'avantages sociaux pour ces gens-là, à commencer par leur salaire à la fin du mois. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu soutiens qui? Toi, tu vas soutenir ultimement un État qui te permet de vivre et avoir des conditions de vie intéressantes. Sauf que eux vivent bien, ils ont des bons salaires, ils ont des bonnes conditions de vie, donc c'est certain qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. Et le reste de la société, alors? Mais voilà, on va continuer sur cet angle-là, parce que quand on parle de soutien du régime, soit de l'opposition au régime, soit de soutien au régime, c'est toujours un peu, c'est un peu là où il y a, là où les Romains sont poignards, parce que c'est très difficile de savoir c'est quoi la voix de la majorité. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que quand on entend beaucoup de la diaspora iranienne ici en Occident, en tout cas la tendance, c'est que la plupart sont contre le régime. C'est peut-être pour ça aussi, comme tu as dit, tes parents, ils ont fait le choix de partir volontairement. Mais le risque qu'il y a derrière tout ça, c'est si on n'est pas très factuel, qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est voulu par le peuple, c'est d'essayer un peu de mal représenter les intentions du peuple, parce qu'il y a 91 millions d'individus quand même en Iran. Mais on peut clairement identifier ce que veulent... En fait, ce n'est pas une question de ce que veut l'un ou l'autre. Oui. Qu'est-ce qu'une société veut? Toi, personnellement, en Belgique, tu veux quoi? Mais qu'est-ce qu'une majorité de la société veut? Oui, qu'est-ce que la majorité de la société veut? Mais là est toute la question. Mais la question, elle est assez simple. Parce que tout individu, tu poses la question à des femmes et des hommes, la plupart des gens vont être sur quelque chose de très terre à terre. On veut avoir une sécurité et on veut ultimement avoir la paix. Finalement, ça a l'air d'être incompatible le fait d'avoir une société hautement éduquée comme les Iraniens et puis de vivre sous un régime islamique où la théocratie fait office de loi. C'est diamétralement opposé. En fait, si tu veux, tu as deux sociétés à deux vitesses et tu as deux sociétés qui ont des visions du monde diamétralement opposées. Les Iraniens, tu sais, ils sont pas anti-américains, ils sont pas anti-occidentaux. Je vais te donner des exemples très concrets. Il y a eu toute cette rhétorique anti-américaine véhiculée par la République islamique d'Iran et évidemment, tu vois cet anti-américanisme avec des fresques, etc. Dans plusieurs universités en Iran, ils ont mis le drapeau américain à l'entrée des universités pour que quand tu rentres à l'université, tu as vu les images. Le drapeau israélien aussi. Et le drapeau israélien pour que tu puisses marcher, enfin voilà, que tu marches et que tu
marches sur le drapeau de ces pays. Alors les jeunes, ils ont mis des caméras sur les côtés et tu as un certain nombre de personnes qui dévient en fait les drapeaux parce qu'ils pensent que c'est irrespectueux de marcher sur le drapeau de n'importe quel pays. Et tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant parce que tu vois, toute cette propagande anti-altérité n'a pas fonctionné. Maintenant, on va parler de la guerre qui est en cours aujourd'hui, qui a un cessez-le-feu, bien évidemment. Au début de la guerre, on a parlé des manifestations qui ont commencé en janvier à Téhéran, qui ont été réprimées. Maintenant, du point de vue de l'Iran, et je pense qu'il y a un peu de vérité dans ça, c'est que les services secrets américains et israéliens auraient pénétré les manifestants pour pouvoir justement... Parce que quand tu as un ennemi, fondamentalement, il ne peut utiliser que tes faiblesses pour te faire du mal. Donc il y a même le chef du Mossad qui a dit que voilà, ils avaient fourni des armes aux manifestants pour un peu faire de cette manifestation qui partait vraiment d'un mouvement social plus que ce que ce n'était pour pousser un tout petit peu la manifestation à aller plus loin, à dégénérer et puis fondamentalement peut-être aussi à créer les bases d'une forme de révolution populaire qui était précurseur de la guerre. La question que je veux te poser peut-être premièrement, c'est que est-ce que tu penses que la manifestation de janvier qui a conduit à plusieurs morts a été exacerbée un tout petit peu aussi par les services secrets du Mossad et de la CIA? Ils l'ont dit eux-mêmes. Est-ce que toi tu crois qu'ils ont fait ça et qu'ils ont été en mesure de faire ça? Ce qui a reconduit aussi peut-être à plus de morts que ce qui n'aurait été si ça n'avait été qu'une forme de répression du gouvernement. Et puis la deuxième question que j'ai envie de te demander, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui par rapport à la guerre qui a commencé le 1er mars avec les États-Unis et Israël? Pour moi, à partir du moment où il y a même un seul mort, un seul manifestant qui meurt, c'est problématique. Ouais. C'était déjà le cas pendant le mouvement vert. Il y a eu Nedar As-Sultan à l'âge de 26 ans qui reçoit une balle en pleine manifestation. Tu as une série d'arrestations arbitraires et des exécutions qui vont suivre. À partir du moment où un individu, une personne issue de la société civile, manifeste de manière non violente, et qui tente d'améliorer ses conditions de vie et qui reçoit une balle dans la tête ou perd les yeux ou est pendu, c'est déjà problématique. Alors ne parlons même pas de 30 à 40 000 morts, parce que c'est vrai qu'on est dans des sociétés de chiffres. Moi, je parle en termes de dignité humaine. Depuis quand on est censé tirer sur des manifestants? Dans quel pays aujourd'hui, en 2026, un État peut se donner le droit de vie et de mort sur ses propres citoyens? Moi, j'ai envie de répondre à ça en disant que tous les États, il y a toujours des bavures policières dans les manifestations. Je veux dire, ici à Paris, pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu des morts. Quand tu vas aux États-Unis, il y a des manifestants qui sont tués, les citoyens américains qui sont tués par la police américaine tous les jours. Je ne sais pas pour justifier quoi que ce soit, mais si on reste dans des proportions un peu... Si on reste dans la nuance, j'ai envie de dire, si on reste dans la nuance, est-ce que tu penses que... tu penses réellement que... Est-ce que tu es convaincu qu'un policier iranien prendrait son arme et puis tirerait dans la tête d'un manifestant à bout portant et que les 45 000 morts, c'est fondamentalement tous des cas similaires de ce type-là? Clairement, c'est-à-dire que tu as un État qui est armé et qui a utilisé des armes avec des balles réelles sur une population civile non armée. Oui. Prenons l'exemple, là pour le coup, je veux bien qu'on compare. Prenons le cas des bavures en France ou aux États-Unis. Ça a donné quoi aux États-Unis quand un civil a été étouffé avec le genou? Tu vois de quel cas je parle? Ça a donné le mouvement Black Lives Matter. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'accepte pas aujourd'hui que n'importe quel citoyen au monde puisse mourir sous les coups de la police. La police en France ou que ce soit n'importe quel pays en Europe, si un policier tue un civil non armé, par erreur, par bavure, par racisme, peu importe son comment crime ou son effet oui, son objectif, dans tous les cas, il va être jugé. Alors, est-ce qu'il est jugé justement ou pas? Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais en Iran, est-ce que le meurtrier est jugé? Non, le meurtrier, il gouverne. Est-ce que la mort est reconnue? Est-ce que la bavure est reconnue? Non, il est complètement nié ou complètement effacé. À aucun moment,
pendant 47 ans, prenons même pas le cas de janvier, pendant 47 ans, à aucun moment, le gouvernement est venu en disant « nous avons fauté, nous avons commis une erreur, nous avons commis une bavure ». Écoute, ils ont tiré deux missiles sur une aviation civile, le PC-752, 176 personnes sont mortes au bord de cet avion. Est-ce qu'il y a eu des excuses? Est-ce qu'il y a eu des réparations? Absolument pas. Donc si tu veux, moi je veux bien qu'il y ait des bavures dans n'importe quel état. Oui. Mais après bavure, il faut qu'il y ait un minimum de réparation. Ça n'a pas été le cas. Le fait que déjà on ne puisse pas identifier les corps, ça c'est déjà très problématique. Parce que toi, quand tu perds quelqu'un, ultimement tu as envie de faire ton deuil et tu as envie de pouvoir dignement enterrer le corps de tes proches ou des personnes qui sont mortes. Mais est-ce que tu penses que, pour revenir à ma question, est-ce que tu penses que le fait que les services secrets israéliens américains aient pénétré les manifestants, ça a aggravé les choses? Est-ce que tu crois d'abord qu'ils aient pénétré les manifestants? Non, parce que la répression et encore une fois, la modalité de la répression en Iran est en fait une pratique qui existe encore une fois depuis 47 ans. Oui. L'élimination d'opposants, c'est pas nouveau. Tirer sur des citoyens, c'est pas nouveau. Et c'est quoi ton ressenti alors par rapport à la guerre? Est-ce que de manière générale, qu'est-ce que tu attends en tant qu'Iranienne quand tu vois la guerre? On a vu clairement des ponts en Iran être détruits, des raffineries. Je pense qu'il y a même eu une attaque au niveau du gaz en Iran. Mais de manière de plus en plus globale, c'est quoi ton sentiment, toi, par rapport à cette guerre? Moi, en tant que citoyenne, en tant qu'Iranienne, je suis téhérannaise, je vois quand même mon pays natal et ma ville natale qui est en train d'être bombardée. C'est certain que ça vient te chercher. Ça vient te chercher physiquement, ça vient te chercher psychologiquement. Moi, ces derniers mois, j'ai perdu 4 kilos. Okay. Moi qui ai un sommeil extraordinaire, je dors plus. D'ailleurs, c'est pas que mon cas. D'ailleurs, moi, par rapport à ce que les Iraniens vivent, c'est rien. Oui. Parce que bon, nous, on est ici, on a quand même... moi, je vais au travail, je tente d'avoir une vie normale, si tu veux, et d'essayer dans la normalité, sauf que rien n'est normal dans notre vie. Nous, on a de la famille proche en Iran. Quand j'entends la voix de mes proches trembler au bout du fil, c'est très déstabilisant. C'est très dur. C'est très dur émotionnellement. Pour moi, c'est de plus en plus dur de prendre la parole parce qu'en sachant ce qui se passe, évidemment, parfois, tu n'as plus de mots, en fait. Moi, il y a des moments, je te dirais, Eddy, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans mes prises de parole, dans les médias ou dans une conférence, j'arrive plus à parler. Et ça, c'est la conséquence psychique de ça. Quelqu'un qui vit une guerre, même si nous, on n'est pas, encore une fois, physiquement là-bas et on vit ça de l'extérieur, moi, je porte dans ma mémoire de mon corps un trauma d'une guerre de 8 ans. Moi, j'étais petite pendant la guerre Iran-Irak. Mais est-ce que tu penses que les États-Unis et Israël ont eu raison d'attaquer l'Iran pour atteindre leurs objectifs, qui est de démanteler le programme nucléaire iranien et puis de mettre fin au programme des missiles balistiques iraniens? C'était ça l'objectif principal. Et puis il y avait aussi, bien sûr, le fait de faire un changement de régime, tomber le régime islamique. Quand on regarde, que ce soit les négociations, quand on regarde la posture des uns et des autres, force est de constater que les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour Israël, la République islamique d'Iran est une menace existentielle. Yes. Donc, pour eux, l'objectif, c'est de mettre fin au régime. Sur ça, une partie de la population iranienne est tout à fait d'accord. Et ils sont prêts, certains l'ont clairement dit, en disant on est prêt à que vous attaquiez l'Iran, que vous touchiez les infrastructures nucléaires, militaires et d'État. Si c'est pour éliminer ce régime, on est prêt à subir pendant une période, cette période difficile, certes difficile, mais on est prêt, parce que si le résultat ultime, c'est la fin du régime et la naissance, en tout cas, encore une fois, possiblement la mise en place d'un nouveau régime, c'est-à-dire un régime démocratique, ils sont prêts à l'accepter. Est-ce que toi, t'es prête à l'accepter ? Moi, je ne vis pas en Iran. Il faut poser la question aux Iraniens. Mais tu es iranienne. Je suis iranienne. Tu es attachée à l'Iran. Moi, ce que je suis... qu'est-ce qu'il faut ? Il faut absolument protéger. D'abord, pendant le mois de janvier, il aurait fallu envoyer de l'aide humanitaire.
la communauté internationale doit se mobiliser pour la population iranienne. Moi, en tant qu'Iranienne, je n'ai que faire du pétrole ou des intérêts américains ou des intérêts israéliens. Moi, ce qui importe pour moi, c'est qu'une société civile ne se fasse pas massacrer, que notre patrimoine historique ne soit pas saccagé, que des vies humaines d'innocents ne soient pas enlevées. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, la guerre, elle est là. Elle est là, elle est présente en Iran aujourd'hui. Parce que il y a plusieurs scénarios qui sont en trace. C'est clair que quand tu l'as présenté les objectifs de guerre dès le départ des États-Unis, d'Israël, d'abord c'est un renversement de régime. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement un renversement de régime? Parce qu'aujourd'hui, la personne qui est le next in line, hein, ce qui est voulu, ce qui a été présenté, même je ne sais pas si tu as lu l'article du New York Times où on a décrit un peu le processus qu'il y a. Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Il y a eu un article très détaillé dans le New York Times qui a déclaré, qui a détaillé en fait, le processus qui a conduit les États-Unis à entrer en guerre. Qui est passé par une présentation PowerPoint de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à la Maison-Blanche, et où il a clairement présenté au président américain Trump que, voilà, nous, on sait, le Mossad avait des assurances que lancer une frappe massive sur l'Iran devrait conduire à une chute du régime dans les 48 ou dans les 72 heures, et que la personne la plus probable à reprendre la main serait le fils du Shah qui vit en Californie aujourd'hui. Donc, quand tu parles de renversement de régime, ce qui était voulu par les Iraniens, est-ce que revenir vers la monarchie, c'est ça que les peuples iraniens veulent? Non, moi je pense que ultimement ce que cette population civile, en tout cas la société iranienne dans son ensemble, ce qu'elle veut c'est pas la guerre. Logiquement, si tu devais choisir entre la paix et la guerre, forcément la logique et le bon sens. Bien sûr. Tout le monde veut vivre en paix, tout le monde veut vivre en bon voisinage, on veut vivre dans un Moyen-Orient apaisé. Ultimement et philosophiquement, on veut tout ça. Alors après c'est beaucoup plus complexe dans les faits. Ce qui pourrait, en tout cas, être le régime qui peut être le plus représentatif pour l'Iran, c'est pas de passer en fait d'un pouvoir absolu à un autre pouvoir absolu. Le prince héritier, lui, son discours, il faut l'analyser. Il nous dit, je veux être en Iran pour une période de transition. Je veux créer une période de transition. Je veux appeler les Iraniens aux urnes. Si on est ultimement dans cette logique de démocratie, et de dire je veux participer à cette période de transition pour que la population iranienne puisse être entendue, puisse aller voter, et que ultimement dans un pays aussi diversifié et aussi pluriel, il faudrait un gouvernement représentatif. Donc moi j'imagine un peu un système un peu revisité, pas à la belge, hein, parce que le compromis à la belge c'est très difficile et le système fédéral belge est compliqué, mais il faudrait peut-être penser à un schéma avec des grandes régions en Iran où il y ait des représentations de chaque région, de différents groupes ethniques, de différents groupes linguistiques, parce qu'en Iran on ne parle pas que le persan, même si c'est la langue qui est enseignée dans les écoles. Il y a cette richesse en fait culturelle qui est là et qui devrait en fait pouvoir être, si tu veux, en termes politiques, qui devrait doit être complètement représenté. Donc oui, tu as des royalistes, il y a des royalistes en Iran, il y a des royalistes dans la diaspora iranienne, mais comme je disais, il y a énormément de divergences d'opinion, il y a énormément de divergences, il y a des différentes couleurs politiques. Il faudrait qu'à la fois une gauche, une droite et les Verts, on n'en parle pas. Un des gros problèmes de pays du Moyen-Orient, ça va être des questions environnementales. Déjà, il va y avoir le problème de l'eau, donc ce serait intéressant d'avoir des projets autour du manquement de l'eau. Il y a le réchauffement climatique devrait être au cœur de ces enjeux-là. Si tu veux, encore une fois, c'est des choses très terre-à-terre qu'il faudrait. Alors, les petites guerres entre royalistes, les non-royalistes, moi je veux bien, mais que dans le prochain gouvernement, qu'ils puissent être représentés, comme tous les autres. Mais c'est fondamental, parce que ce qui est en jeu ici, c'est le système politique même total de l'Iran. C'est de savoir s'il faut renverser le régime des mollahs, c'est de savoir vers quoi on va. Est-ce que il y a quelqu'un qui m'avait dit ce qui pourrait convenir à l'Iran, ce serait d'avoir une forme de monarchie parlementaire où il y a le roi demeure, mais il ne gouverne pas, un peu comme ce qu'il y a ici en Europe, mais avec un gouvernement, avec un premier ministre qui a un peu l'action du gouvernement. Mais jusque-là, quand on entend les Américains, quand on entend les Israéliens,
ils ne sont pas très vraiment intéressés par l'idée de savoir quelle forme de gouvernement il y a là. Tant qu'il y a un gouvernement qui n'est pas en train d'être une menace pour Israël, ça leur va. Du coup, la crainte, j'ai envie de dire, c'est d'avoir le même scénario. On l'a dit, on l'a répété, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Afghanistan. Le fait de se laisser un peu emporter par ces belles paroles des Américains, des Iraniens, est-ce que le peuple iranien, il risque pas au fait de soumettre son pays au fait à l'anarchie, comme ça a été le cas en Libye? Je veux dire, quand l'OTAN a commencé à intervenir en Libye pour chasser Kadhafi parce qu'il aurait eu des armes nucléaires, oui, oui. c'était les mêmes belles paroles. Ça, je te dirais encore une fois, il y a le danger de la comparaison parce que l'Iran, si tu veux, n'est pas la Libye, l'Iran n'est pas l'Afghanistan, l'Iran n'est pas l'Irak. Donc, si tu veux, le contexte est différent. Par contre, j'ai envie de poser la question à la personne qui te disait le modèle, par exemple, une monarchie, c'est ça, une monarchie constitutionnelle pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais lui poser la question, quel exemple a bien fonctionné? Est-ce qu'on peut dire que les modèles de monarchie constitutionnelle, prenons la Belgique, est-ce que ça marche fondamentalement bien? On peut se poser la question. C'est un système politique prédictif qui existe depuis 300 ans, je pense, c'est pas moins. Mais avec des failles, comme tu disais, on n'est pas dans des... Tous les systèmes ont des failles. Tous les systèmes ont des failles. Comme Churchill disait, la démocratie, c'est le moins bon de tous les systèmes. C'est le moins mauvais de tous les systèmes. Peut-être que justement, le cas iranien pourrait être un modèle de repenser la démocratie, de repenser ces modèles-là, et peut-être au lieu de calquer des modèles à droite, à gauche, de fait, peut-être un croisement de ces modèles. Parce que la situation est tellement complexe qu'il faudrait évidemment à la fois tenir de la réalité de l'histoire et du peuple et de la réalité sociopolitique et économique du pays, à la fois s'inspirer des modèles ultimement qui ont fonctionné ou pas. Ultimement, dans tous les systèmes, il va y avoir des failles, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'en 2026, est-ce qu'on pourrait imaginer pour ce pays et pour ce peuple qui a vécu 47 ans sous une dictature, de se dire, est-ce que ce ne serait pas le moment, est-ce que ce ne serait pas une fenêtre d'opportunité de repenser un modèle qui ne sera certainement pas l'idéal, mais qui va correspondre à la réalité et aux besoins de la société civile en Iran. C'est à quoi que tu penses Moi, je pense qu'un système parlementaire et représentatif, avec toutes les minorités, pourrait être intéressant. Il faut vraiment absolument penser en termes de pluralité. Il faut absolument considérer l'ensemble de ce qui fait la richesse de l'Iran. Il faut tenir compte de toutes les régions du pays. Il faudrait que régionalement, on puisse donner des compétences à chaque région en tenant compte de la spécificité de chaque région. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et avoir une seule figure et un seul nom qui représente tout le monde, mais bonne chance. Moi, je trouve que ce serait super, mais il faut être réaliste à un moment donné. Est-ce qu'un visage, un nom peut être représentatif de toute la population iranienne? Aujourd'hui, j'en doute beaucoup. Ça, ce serait super. Si quelqu'un parvient à faire ça, c'est un miracle. Mais ça, c'est d'un point de vue interne. Mais du coup, d'un point de vue international, ça serait quoi la position que devrait prendre l'Iran sur les questions internationales, sur sa relation avec Israël, par exemple, et sur ses capacités de défense, les missiles balistiques qui posent problème dans la région aujourd'hui? En fait, ce serait déjà de changer complètement de discours et de plus être une menace pour qui que ce soit. Parce qu'à partir du moment où on investit dans son si tu veux, dans son arsenal militaire, à partir du moment où tu vas nourrir ton programme nucléaire, ça c'est ce qu'on appelle en sciences politiques et dans les relations internationales un jeu à somme nulle. Plus tu vas vouloir nourrir ta sécurité, plus tu vas nourrir le sentiment d'insécurité des autres pays. Oui, clairement. C'est une logique, tu vois, de très très simple. Plus toi tu vas t'armer, plus tu vas être une menace pour tes voisins. Mais ça veut dire que toi tu penses qu'il faudrait que l'Iran adopte une posture où elle n'a plus ce discours-là qu'elle veut détruire l'État d'Israël. Mais détruire personne, en fait. Oui. Aucun État. Mais ici, fondamentalement, c'est surtout Israël dont on parle. Bien sûr. Mais Israël serait un allié, je vais même aller plus loin que cette logique-là. Oui. Israël va être un allié très naturel pour l'Iran. Pourquoi ? Parce que c'est deux pays non arabes dans la région. Si on schématise et on se dit, prenons les trois grands pays de la région, et j'inclus la Turquie là-dedans, puisque c'est des pays non arabes, Israël, Iran et Turquie vont faire une alliance naturelle. Mais c'est-à-dire que le fait d'aller dans cette logique-là, ça voudrait implicitement, explicitement dire que d'un point de vue géopolitique et militaire,
c'est accorder à Israël la domination dans la région. Non, pas forcément. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le cas aujourd'hui militairement. Je veux dire, Israël domine la sous-région militairement. Et, je veux dire, les avions israéliens, ils se baladent dans toute la région. Israël seul n'a pas les capacités de ses ambitions. Si derrière l'État d'Israël, il n'y avait pas les États-Unis, Israël ne pourrait pas être de manière simultanée sur cette front. Oui, on est d'accord. À un moment donné, Israël, je pense qu'ils sont très conscients qu'ils sont petits, qui commencent à s'affaiblir. L'armée israélienne n'est pas illimitée. À un moment donné, c'est des peuples, c'est des gens. Donc à un moment donné, on va avoir essoufflement. Et Israël, plus que n'importe quel État, doit aspirer à la paix, à la sérénité. Moi, je pense réellement que, bien sûr, je pense réellement que c'est dans l'intérêt d'Israël et c'est pour ça même qu'ils ont commencé à signer ces accords de paix. Ils ont commencé avec le Maroc, ils ont fait avec l'Égypte dans les années 50, les accords de paix et tout ça qu'ils doivent établir. Et je pense que fondamentalement, c'est dans l'intérêt d'Israël d'avoir des relations de paix avec... La posture hégémonique n'est plus de notre époque. Mais le problème fondamental, je pense qu'il causera toujours une forme de divergence, c'est la question de la Palestine. Parce que tu as parlé tout à l'heure d'une république très tournée vers la religion, vers l'islam. Mais d'un autre côté, tu as une idéologie aussi en Israël qui n'est pas vraiment une idéologie d'inclusion. Quand on regarde ce qui se passe en Palestine. Il y a des idéologies partout, mais c'est ça le cancer de notre humanité. Oui, c'est que les uns et les autres arrivent autour d'une table remplie de leur idéologie. Oui. Et qui d'ailleurs qui communiquent pas entre elles, puisque chacun y va avec sa propre idéologie et comme tu disais, ses propres intérêts. Mais c'est évidemment ça qui pose problème. Mais comment est-ce qu'il est possible réellement d'aller vers le monde parfait que tu dis, avec la Turquie, Israël Ce sera jamais un monde parfait, mais on peut tendre vers la perfection. On peut tendre vers mais est-ce qu'on peut être totalement réaliste de dire qu'il est possible de tendre vers ce monde-là si on ne règle pas vraiment la question de la Palestine? Parce que le casus belli, entre guillemets, entre Israël et l'Iran, c'est la question palestinienne. Tu as dit qu'il s'est instrumentalisé, je suis d'accord avec toi. Toutes les causes sont instrumentalisées pour des intérêts des États. Mais si cette question-là n'est pas résolue, il y aura toujours ce problème-là. Et de ce qu'on voit, les tendances politiques en Israël, avec un gouvernement d'extrême droite, avec des gens qui ont des discours, on a entendu tous les discours qui ont été dits quand la guerre a commencé à Gaza. Ce n'est pas vraiment une idéologie qui va vers le fait de vouloir trouver une solution, puisque les colonisations en Cisjordanie continuent, Gaza a été rasé, les peuples palestiniens sont enclavés dans des petits espaces de terre. Visiblement, Israël n'est peut-être pas dans la logique de vouloir la paix en faisant ce genre de choses. En tout cas, où moi je te rejoins pleinement, c'est qu'à partir du moment où une nation n'a pas droit à un État, et qui ne peut pas vivre dans la dignité, dans la paix, dans la sécurité, Atatürk disait la paix chez nous, la paix dans le monde. Oui. À partir du moment où les différents peuples n'ont pas cette paix chez eux, d'ailleurs les Palestiniens ils n'ont même pas de chez eux, c'est ça qui est problématique, il ne peut pas avoir de paix dans la région. Et ça vaut pour toutes les nations. Donc oui, tant qu'on n'a pas réglé cette question, ça va être très très problématique et ça fait plus de 3 générations. Ça fait plus de 3 générations depuis la création de l'État d'Israël. Tu crois que ils vivent bien les Israéliens? Je veux dire, moi j'ai des amis qui travaillent aux Nations Unies qui sont en ce moment à Jérusalem. Écoute, ils passent leur vie dans des bunkers. Oui. C'est pas une vie en fait. Oui. Moi je pense qu'on peut pas non plus trop envier les Israéliens, enfin le peuple, parce que moi je parle ici de peuple. C'est quoi cette vie de vivre dans un Moyen-Orient déchiré, dans un Moyen-Orient aussi fragilisé, dans un Moyen-Orient alors que sur ce territoire-là, tout y est pour être un Eldorado. Le climat est là, il y a encore de l'eau, heureusement, à certaines parties. Bon, là maintenant, la question de l'eau va devenir très problématique pour cette région du monde. Mais c'est une très belle région. C'est une région aussi qui dort sur un patrimoine historique, matériel et immatériel. Et c'est dommage, en fait. C'est très dommage parce qu'on détruit notre planète, on détruit notre patrimoine et personne n'est gagnant. Pour revenir à la question de la guerre, moi je trouve que dans l'histoire de notre humanité nous a montré qu'à partir du moment où il y a une guerre, où il y a des morts, il y a des gens justement où il n'y a plus de dignité humaine, qui sort victorieux de ça?
Personne ne sort de victorieux de la guerre. Je vais demander, allez. Il n'y a pas de victoire. Il n'y aura jamais de victoire. Ouais. Il n'y aura jamais de victoire pour Israël tant que la question palestinienne n'est pas réglée. Il n'y aura jamais de paix pour le peuple iranien tant que la République islamique d'Iran va être là. Il n'y aura jamais de paix pour les Libanais tant que le Hezbollah va être au Liban. Toutes les parties qui vont créer le zèle, qui vont nourrir le conflit, qui vont mettre du feu de l'huile sur le feu, personne n'y sera gagnant. Et chacun y va évidemment, comme tu disais, avec son propre idéologie, avec ses propres intérêts. Mais alors, il ne faut pas qu'on soit étonné. Moi, en fait, je ne suis pas surprise de l'état de notre monde. Je suis triste, je suis déçue, oui. Mais je ne suis pas du tout surprise de où on est. Et c'est très inquiétant parce que je m'inquiète pour l'Iran, mais je m'inquiète ultimement pour notre monde dans son ensemble. Ouais. Est-ce que tu as été surprise tu as parlé que le peuple iranien a été révolté, qu'ils ont été dans les rues en janvier. Mais est-ce que tu as été surprise par le fait qu'il n'y ait pas eu de révolte à la suite de cette campagne de bombardement intense? On a parlé de plus de 25 000 bombardements sur tout l'Iran. Il n'y a pas eu de révolution. Le chef du Mossad est passé en disant que... Netanyahou s'est même plaint des prédictions. Et encore, je t'invite à lire vraiment l'article du New York Times. Je pourrais te l'envoyer après si tu veux. Où les Américains étaient eux-mêmes très sceptiques avec l'idée d'une forme de révolution. Parce que les renseignements américains étaient persuadés que le peuple iranien, fondamentalement, ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Non, mais là, il y a eu un mauvais calcul. C'est-à-dire qu'ils font des mauvais calculs. Autant ils peuvent être renseignés sur certaines informations pour faire des opérations ciblées. Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de la langue et du langage des Iraniens. Il y a une méconnaissance de la culture. Il y a une méconnaissance du peuple iranien. Et de manière ultime, il y a une méconnaissance de la psychologie humaine. On ne peut pas demander à ces gens-là, des bureaucrates, des services du renseignement, quoique ils sont censés quand même connaître toutes les subtilités de la psychologie et du comportement humain, sauf qu'on ne peut pas demander à la fois, on ne peut pas bombarder un pays, tu ne peux pas entendre des bombes, respirer le soufre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À Téhéran, du matin au soir, tu respires le soufre, tu entends les explosions, mais tu ne sais pas c'est où. Donc psychologiquement, évidemment... Les gens ne vont pas aller dans la rue, quoi. Tu ne vas pas aller manifester, en fait. Mais finalement la révolution populaire n'a pas eu lieu, le coup d'État n'a pas eu lieu, les Kurdes ont dit « niet », on a déjà fait ça en Syrie, ça n'a pas marché pour nous. En fin de compte, c'est une guerre inutile. Tout a été, encore une fois, fait, c'est des mauvais calculs et c'est de l'ignorance. D'ailleurs, pour arriver à ça, il fallait de l'ignorance. Où il y a de l'intelligence, où il y a de la finesse, où il y a de la délicatesse, où il y a de l'élégance. Il faut aussi ça en politique pour réussir. Et même en diplomatie, d'ailleurs. Ouais. Il n'y a rien de tout ça. Par contre, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup une posture coloniale. Bon, je ne parle même pas du post-colonialisme. On est encore dans des postures très coloniales. On est encore dans beaucoup de mépris. Et ça fait longtemps qu'on a oublié l'essentiel. Oui. À partir de ce moment-là, sur quoi vous voulez construire, sur quoi vous voulez négocier? Je vais aller vers la fin en disant que j'aimerais te donner une perspective quand même. Tu l'as évoqué tout à l'heure quand on discutait, tu as parlé des tiers-mondistes. Dans les pays du Sud, comme on les appelle bien dans les médias français. Du point de vue de beaucoup de pays du Sud, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens du Sud qui soutiennent l'Iran dans la guerre. Parce qu'ils voient l'Iran comme un pays... Ils ne regardent pas les problématiques internes de l'Iran. Ils ne savent certainement pas qu'il y a peut-être des gens qui sont contraints dans la société iranienne à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et tout ça. Toutes ces questions économiques, sociales, l'inflation, l'économie, le pouvoir d'achat, les libertés, la liberté d'expression, ils ne voient pas ça. Ils voient l'Iran comme un pays qui se tient face et qui combat l'impérialisme. Parce que fondamentalement, ce qu'on est en train de vivre, c'est que c'est les États-Unis. On est dans une guerre idéologique, comme on l'a dit, parce que beaucoup de gens regardent et disent « Ok, l'Iran n'a pas le droit d'avoir une arme nucléaire. Mais Israël a une arme nucléaire. Israël a l'arme nucléaire. L'Iran ne doit pas avoir des missiles balistiques longue portée. Mais Israël a des F-35 qui peuvent traverser la Jordanie, ou bien qui peuvent traverser la Syrie, l'Irak et tout ça, et aller bombarder l'Iran. Eux, ils peuvent l'avoir, mais pas l'Iran. C'est clairement une question d'alliance. Du coup, pour beaucoup de gens du Sud qui ont subi au fait les conséquences de l'impérialisme et du colonialisme
ils voient l'Iran comme un pays qui se tient debout et qui se bat. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je peux comprendre ça, mais je pense que du coup, il y a beaucoup de confusion. Oui. Parce qu'il y a l'Iran, et puis il y a un régime qui s'appelle la République islamique d'Iran. Ça, c'est la première distinction à faire. C'est-à-dire que oui, on veut, même les Iraniens eux-mêmes, on veut un Iran libre, on veut un Iran qui résiste. On a adoré Mossadegh parce que Mossadegh a tenu tête quand même aux Britanniques. Donc, tu vois, cette posture-là, on la comprend et on est tout à fait d'accord avec cette logique-là. Parce que personne n'est dans cette logique d'hégémonie et de posture de supériorité, infériorité. Déjà, ces dénominations Sud, Moyen-Orient, tous ces termes-là, c'est déjà très problématique. C'est déjà très problématique. Là, on ne va pas ouvrir le débat, sinon on en parlera demain. Mais je pense que tout le monde voit de quoi je veux parler. Mais ceci étant dit, les mots ont leur importance. Les mots ont un poids. Et ont un poids dans l'histoire. Donc, on est d'accord. Mais il ne faut pas confondre et il ne faut pas penser que... Il ne faut pas être séduit par la surface. Il faut voir vraiment... c'est vraiment de faire l'erreur de l'iceberg, tu vois. De ne pas voir, en fait, tout ce qu'il y a en dessous. Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Avoir un discours anti-impérialisme, mais le discours iranien n'est pas anti-impérialisme. Le discours de la République islamique d'Iran, c'est anti-altérité. On est contre... Anti-altérité. Anti-altérité. On est contre tous ceux qui ne rentrent pas dans notre vision du monde. Oui. Donc, c'est ça qui est problématique. C'est pas de dire, oui, on peut aimer les États-Unis, et comme tu disais, ultimement, les nations ne se détestent pas. C'est souvent une question de posture politique, c'est une question de volonté politique ou de décision politique qui pose ultimement problème. Mais si tu veux, dans cette logique-là, pour moi, il faut pas être dans un désert et il faut pas être dupe des mirages. Parce que c'est vraiment ça l'image. On est dans du désert, on a soif, et du coup, on voit de l'eau, une illusion, c'est vraiment des mirages. Oui. Le discours de la République islamique d'Iran sur ces questions-là est un mirage. Ouais. Parce que moi non plus, je pense que le monde ne sera pas non plus en sécurité si on vit dans un monde unipolaire où les Américains peuvent décider selon leur volonté. Mais personne ne veut ça. Personne ne veut ça, d'ailleurs. Mais justement, parce que on a vu ce qui s'est passé au Venezuela. Je veux dire, personne va dire que Maduro, c'était un enfant de cœur. Je sais pas très bien, j'ai jamais parlé avec un Vénézuélien, du coup, je peux que me baser sur ce que je vois dans la presse. Et Dieu sait que la presse ne fait pas toujours une bonne représentation des choses dans la société locale. Mais peu importe l'opinion qu'on peut avoir d'un choix politique ou bien d'un choix idéologique, mais le fait qu'il y ait un État dans le concert des nations qui peut décider unilatéralement de se saisir d'un chef d'État d'un pays étranger dans son lit et de l'apporter dans sa prison, je pense que c'est problématique. Et donc, dans ce concept-là, la guerre Iran-États-Unis actuelle, le prisme de cet impérialisme-là, il est très fort, au-delà de ce qui est réellement en dessous, comme tu as dit, de ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Mais ce prisme-là, il est impossible à détacher. Même dans les démocraties occidentales, on voit les choses de ce point de vue-là. Les États-Unis, s'ils arrivent aujourd'hui à faire tomber le régime en Iran, ou bien ils mettent en place, il y a un gouvernement démocratique qui va servir les intérêts des Américains et des Israéliens. Qu'est-ce qui empêche les Américains demain d'aller renverser le même gouvernement s'ils décident de faire comme ce qu'a fait Mossadegh? Parce que Mossadegh, il avait fait le choix de choisir le peuple iranien. Mais c'était contre les intérêts britanniques et il y a eu l'opération Ajax qui l'a foutu dehors. Du coup, soutenir l'action américaine, c'est très difficile en fait à concilier dans ce contexte-là. Parce que on vivra dans un monde où l'idéologie en fait, unilatérale d'un État domine sur toutes les idéologies et ils ont le choix et la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Et eux, personne ne peut leur dire ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Ça, c'est problématique quand même, non? Ce qu'il faut mettre au cœur du débat, c'est la question du droit.
et du respect du droit international. Tu vois, Tu crois encore au droit international? Non, mais c'est intéressant parce que revenons sur le cas de Mossadegh. Mossadegh, lui, il a fait le choix d'aller au tribunal de la Haye, Oui. d'utiliser des arguments juridiques en disant, écoutez, selon le droit international, on a le droit de nationaliser notre pétrole et on a le droit d'offrir des conditions de travail justes à nos ouvriers. Les Britanniques ne nous permettent pas de faire ça, ils ne nous traitent pas de manière équitable et ils utilisent des arguments en droit international. C'était une autre époque, c'était peut-être un autre moment où encore il y avait du respect de ça. Non, mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça montre en fait qu'on est dans des contextes de légicide, c'est-à-dire qu'on tue la loi. Et à partir du moment où tu tues la loi, oui, la porte est ouverte à toutes les anarchies. En tout cas, aujourd'hui, la guerre est à l'arrêt, en tout cas sur le papier. L'Iran a retalié avec tous ses voisins. On envoie des missiles vers les Émirats, l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe. Les bases militaires ont été attaquées, les avions militaires américains ont été touchés. Une première, l'Iran est arrivé quand même à montrer qu'elle pouvait faire mal. Juste pour clôturer ici, qu'est-ce que toi tu penses qui va se passer maintenant et qu'est-ce que tu espères en tout cas par rapport au peuple iranien? On a beaucoup parlé de la société civile aujourd'hui. Visiblement, la révolution n'a pas eu lieu. Le peuple ne s'est pas soulevé. Qu'est-ce qui est the best outcome maintenant pour le peuple iranien avec la réalité du terrain aujourd'hui pour toi? Je te dirais qu'en bon gestionnaire, je te dirais qu'il faut faire des problèmes, des opportunités. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a une opportunité fondamentale de changer peut-être la donne, de changer la situation. Moi, mon prisme, c'est toujours la société civile. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les abandonner. Et il faut repenser le régime iranien. Il faut penser à un avenir dans ce pays où on a quand même une force vive, on a une jeunesse, on a une démographie très très jeune, Oui. on a une population éduquée, on a une population qui, malgré le contexte qu'on a vu, a développé un esprit critique qui est fondamental pour toutes les sociétés d'ailleurs. Et je pense qu'au lieu de peut-être... là, on a tendance à beaucoup trop réfléchir par le prisme politique. Moi, j'ai envie de dire, réfléchissons par le prisme culturel. Il y a une révolution culturelle et sexuelle dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est une vraie révolution parce qu'on est en pleine mutation. On est dans une période de mutation d'ailleurs, pour moi, qui ne se limite pas du tout à l'Iran. Dans le monde entier, on est dans des moments de mutation. Dans les moments de mutation, il faut certains disent qu'il faut être du bon côté de l'histoire, mais dire ça veut pas dire grand-chose. Par contre, il faut penser à l'avenir, il faut être visionnaire et il faut construire des choses pérennes. Garder une république islamique en Iran qui continue à réprimer son peuple, qui continue à nourrir l'arme nucléaire, qui continue à nuire dans la région du Moyen-Orient en étant un pays perturbateur et en soutenant le terrorisme, ça ne va pas aider ni à la paix ni à la sécurité. Merci d'être venu, Anié. Merci. Et à très bientôt.